Banlieue, cité, zone urbaine sensible, autant de qualificatifs pour désigner ces quartiers de Toulouse, ceux qui ont connu pendant quelques jours de novembre une véritable poussée de fièvre. Depuis, ces quartiers sont l'objet de toutes les polémiques. Voici 4 Toulousains. Ces quartiers rythment leur vie, leur profession, leurs réflexions. Chacun a son point de vue sur le sujet et a choisi de le livrer à travers son quotidien. Bagatelle, c'est là que vit Kader depuis maintenant 6 ans. Suffisamment de temps pour se sentir chez lui, suffisamment également pour souhaiter sortir du quartier à tout prix. Ouais. On n'a pas les mêmes choix que les autres. On ne peut pas vivre comme les autres. S'habiller à l'enville, tranquillement, avec une meuf, peinard, tranquille. On ne peut pas, sans que les gens nous regardent. C'est pas possible, parce qu'on sort d'un quartier, tout simplement. En 2000, Kader a obtenu un BEP plomberie. Depuis, ses journées se ressemblent. Confection de CV, coup de fil, parcours de petites annonces, visite à la mission locale. Rien n'y fait. Tout le monde le sait qu'il y a beaucoup de débouchés en plomberie. Mais moi, je ne les vois pas. C'est ça le problème. Donc comment vous voyez la suite? Je vous ai parlé la suite, moi pour le moment, je vais essayer de faire les démarches qu'il faut, comme d'habitude. Je vais essayer de me relancer, mais ça ne va pas être facile. Je ne vais pas me faire ça du jour au lendemain, ça c'est sûr. À la clé de l'entretien, un stage, encore un. Kader en a déjà fait plusieurs dans la plomberie, mais au final, aucune proposition d'embauche. Il y a en France, et peut-être pas qu'ici, des employeurs qui ont quelques réticences à embaucher un jeune homme dont le prénom est Kader et dont l'adresse laisse largement pressentir qu'il vit sur Bagatelle. Voilà. Maintenant, ce n'est pas le lot quand même de tous les employeurs, heureusement. Après, c'est vrai qu'il m'est arrivé, moi, de préciser que le jeune habitait près des arènes plutôt que d'indiquer qu'ils habitaient clairement à Bagatelle. Il faut que vous reteniez qu'il y a toujours des possibilités, hein, mais qu'on réajustera en fonction de ce qui ressort du stage. C'est bon? C'est bon. On dit voilà, allez-y à l'NPE, vous allez trouver du boulot, allez-y à la mission locale, vous allez en trouver encore plus. Voilà, tout ça, que du baratin, quoi. Retour à la maison, à 20 ans, Kader vit toujours chez ses parents. Salut Jeff. Bon, tranquille, on boit le thé. Le père de Kader est arrivé en France il y a 36 ans. À l'époque, le chômage était loin d'être une fatalité. Depuis, il a toujours travaillé en tant qu'ouvrier. Son épouse, elle, gagne sa vie comme femme de ménage. Et tous deux ont bien du mal à comprendre les difficultés des jeunes générations. Il y a des jeunes qui ont bac plus 3, plus 4, ils n'ont pas trouvé de travail. Il y a quelque chose qui ne claque pas, il y a quelque chose derrière. Parce qu'il est grand, il a 21 ans, moi qui le trouve un boulot. Un jeune, quand il n'a pas de travail, il n'a pas les poches pleines, qu'est-ce qu'il va faire avec ses copains? Il y a d'autres qui vont au cinéma, l'autre il va boîte de nuit, l'autre il n'y a pas de poche pleine, qu'est-ce qu'il va faire? Ça ferait plaisir d'aider nos parents, de les aider à payer le loyer, les réciter, tout ça, avoir un chèque tranquille, être comme tout le monde. Nous, ce qu'on demande, c'est d'être comme tout le monde. Bagdad s'impose, Bagdad, c'est la cité illicite de résister. On m'a cité, alors je risque pour m'exciter. Dans nos quatre, ça part en couille. Bagdad, alias Bagatelle. Bagdad s'impose, c'est le nom du groupe fondé par Kader et ses amis. Tous ou presque sont dans la même situation, à osciller entre période de chômage, stage et petits travaux en intérim. Parce que quand on se présente avec notre tête et un CV, ça marche pas. Mon nom, il passe pas, mon nom. Ni ma tête. Rien ne passe, ça. Jamel ou Jean Mouloud, il faut qu'il s'appelle Jean-Richard maintenant. Ah ouais, pour de vrai, ou Jean-Baptiste. C'est très difficile pour des jeunes comme nous de trouver du boulot, alors si on ne travaille pas, si personne nous tend la main, c'est-à-dire qu'on a quoi comme situation? Comme on a beaucoup parlé, entre jeunes, entre grands aussi, on a parlé avec eux. On n'a que le sport et la musique. Ça c'est vrai. J'ai envie de réussir, malgré mon bac recette. M'en sortir sans avoir la recette. Avoir une trace de mon passage sur mes kilos cassettes. Envie de baiser la jet set, avec mes rêves dans la tête. J'ai envie, sinon j'ai envie. Ce qu'on veut, s'en sortir. Par exemple, moi j'ai envie que la politique s'intéresse à nous sans pour autant nous traiter de casse-cou. Parce que c'est vrai. Ils ne s'intéressent pas à nous. Nous, ils nous ont mis dans un ghetto. Ils ont mis des policiers autour. Et nous, personne ne nous voit, on ne peut pas voir des gens. Nous, on est On va voir l'extérieur. J'ai tout bâtard, t'inquiète, j'ai la patate. Être venu dans le rap, un qui m'attrape à la main. Pourquoi tu m'attrapes pas par la main? Parce que je t'explose comme un chien. Alain, arrête, tu me fais de la peine. La présence policière dans leur quartier, une source d'inspiration intarissable pour ces jeunes rappeurs. Cette présence, loin d'être rassurante à leurs yeux, est bien souvent ressentie comme une provocation, parfois même une agression. Rien qu'hier, je me suis fait contrôler 4 fois. Et tout à l'heure, je me suis contrôlé dans le métro. Quelle est la tête que t'as?
Les terroristes. Ils sortent de leur voiture, ils t'attrapent balayette, ils te mettent deux tampons. Ils te tapent, ouais. Après t'avoir tapé, ils regardent ta tête, ils font c'est pas lui, ils te laissent par terre et ils partent. Ils nous insultent, ils disent des mots vulgaires, mais on ne peut pas les toucher parce qu'ils ont un insigne. Et même si on les touche, on rentre en prison. C'est facile. Ils ont tout à leur portée de main. Mais nous, on n'a rien. On n'a que des cailloux. J'ai envie, des mentalités, progresse. En force ou en finesse, en force ou en finesse. J'ai envie de trouver mon père sorti de cette merde. J'ai envie de dire père et mère. Soirée d'importance pour Kader. Dans le gymnase de Bagatelle, à une centaine de mètres de chez lui, se déroulent ce soir les quarts de finale du championnat régional de boxe anglaise. Kader participe à la compétition. Il a un match pour convaincre. Mais il sait qu'on est là déjà. On va essayer de crier aussi pour les autres. On va voir s'il reste de la voix vu qu'il boxe à la fin. Ah ouais. Il faut qu'il nous reste de la voix. En distance. Son match prouve que le gars il commence à avoir une certaine stabilité dans la tête parce que l'état d'esprit, la façon dont il a géré le match, ça dénote son état d'esprit dans la vie de tous les jours. Moi je vais passer un message aux gens qui ne connaissent pas. C'est vrai, on n'est pas les plus à plaindre, mais on veut s'en sortir tout simplement. Ouais, Marin 50 de Québec. Au service général, on est au service des victimes. Donc c'est à elles qu'on pense avant toute chose. Et on ne peut pas baisser les bras. Christophe est entré dans la police il y a 15 ans, en région parisienne et ensuite ici à Toulouse, d'abord comme CRS, puis affecté au commissariat central, de nuit pour commencer et enfin de jour. Christophe est maintenant officier de quart, il travaille au service général. Québec 1, parlez. Bonjour, sortie de Québec 1 de fonctionnaire. C'est bien reçu, Québec 1, bonjour. Une des missions premières quand on a des nouveaux, c'est qu'en patrouille, on les amène à patrouiller dans ces différents quartiers, notamment de jour pour commencer, pour qu'ils voient bien qu'il y a une vie. Ce n'est pas simplement une nuit d'émeute ou une voiture brûlée, il ne faut pas garder cette image-là. Au mois de novembre dernier, Christophe est surtout intervenu ici, quartier Bagatelle. Pendant cette période, comme tous les fonctionnaires de police, il a dû adapter ses horaires et ses modes opératoires en fonction des événements. Il y a eu plusieurs cas de personnes qui sont descendues des immeubles, et notamment une vieille dame qui nous a dit « j'en profite aujourd'hui pour aller promener mon chien, je profite de votre présence parce que d'habitude je ne me sens pas rassuré ». C'est quand même assez lamentable qu'il faille qu'on soit là pour que les gens osent sortir de chez eux. Vous pouvez repasser le descriptif des deux individus rue Bénézé. L'une des vocations du service dans lequel Christophe travaille est de répondre aux appels d'urgence du 17. Premier appel de la journée, un témoin qui affirme avoir surpris deux individus en train de fracturer une voiture. Dans la Bénézé, ils sont revenus et le gars vient juste de signaler qu'ils repartent vers le cimetière. Rapidement, deux suspects sont interpellés. Ils ont été palpés ou pas? Vous avez rien de dangereux sur vous? Qu'est-ce que vous faites dans le quartier? Placé un peu plus loin à l'abri des regards, le témoin de la tentative de vol reconnaît formellement les deux individus. Direction le commissariat central pour un placement en garde à vue. C'est bon, vous rentrez dans le véhicule s'il vous plaît. Ils ont été palpés correctement, hein? Allez-y, je vais vous demander de vous rendre à avenue de la Résistance. On aurait un regroupement de jeunes qui se pourraient gagner sur place et faites attention quand même. Autre appel, autre situation, quartier Rennery cette fois. Plusieurs individus sont en train d'effectuer un rodéo à bord d'une voiture volée à quelques dizaines de mètres d'un établissement scolaire. En fait, ils ont récupéré la voiture. Oui. C'est le proviseur qui a récupéré les clés, ils ont rentré la voiture et les gars se sont arrachés. D'accord. Non mais là elle est volée, elle est signalée volée. On va l'enlever de suite, hein, madame. Hein. On va pas vous la laisser à l'intérieur, non. Est-ce qu'on a moyen de faire
venir un camion jusqu'ici. Sinon elle va finir comme celle qui a fini là. S'ils la brûlent maintenant, ils vont la brûler dans le lycée. Là. Ah ouais, ouais. Je pars avec mon chauffeur, je me mets à l'angle Kiev-Wiener. Dès que le garage arrive, je vous le dis, vous avancez le véhicule, on le charge, on s'en va. Hein, ça ne sert à rien de le mettre de suite là-bas, sinon on est sous les coursives et on est prenable. Hein, donc, bien sûr, il y a toujours une peur, une appréhension. C'est quelque chose qui nous pousse à être toujours vigilants, à être prudents, à ne pas prendre de risques inconsidérés, tant pour nous que pour ceux qui sont en face. Une dizaine de fonctionnaires, c'est l'effectif qu'il aura fallu pour mener à terme cette opération de remorquage. Bonsoir. Urbaine de Québec, hein. Oui, parlez, Québécois. Est-ce que je pourrais avoir la position des fonctionnaires CDI qui sont sur Ampalo? Pour Christophe, la journée s'achève par une opération de contrôle dans le quartier d'Ampalo. Vous avez les papiers du véhicule, s'il vous plaît? Vous arrivez un peu vite là, c'est une intersection. L'opération se termine avec cette patrouille pédestre sur la place commerçante. Il est 19 h et la présence de policiers ne satisfait pas tout le monde. Au coin de la place, l'atmosphère se fait plus pesante, presque tendue. Deux, trois insultes qui fusent, mais le temps de se retourner, les auteurs sont déjà loin. Et bien on va passer voir de l'autre côté. Ici là c'est con pour rester là. L'attitude de ces quelques personnes n'a rien d'exceptionnel. Je pense que s'ils ont fait ça aujourd'hui, ce sont les mêmes qui l'ont fait hier et si on y repasse vous et moi demain, ils recommenceront. L'intérêt pour nous c'est d'arriver à identifier les individus, au même titre que pour les voitures brûlées, quoi, hein. Le but c'est d'identifier ceux qui posent problème pour ensuite les interpeller. Aujourd'hui c'était pas possible, c'est pas grave, demain on sera là de nouveau. L'indicatif. Et c'est québécois pour vous dire fin de l'opération Ampalo. La démarche tranquille, le sac en bandoulière, Cyril est un des visages familiers de la Reinerie. Plusieurs heures par jour, il circule au contact des habitants, histoire de prendre le pouls du quartier. Dans son métier, cela s'appelle le travail de rue. Les gens, s'ils avaient tous des moyens d'y vivre correctement, on n'entendrait jamais parler du quartier. Cyril a débuté comme emploi jeune au collège de la Reinerie. Aujourd'hui, il travaille à l'ASEM, l'association socio-éducative du Mirail. Cela fait maintenant 7 ans qu'il travaille sur ce quartier. Ça fonctionne un peu sur le mode du village, ouais, un peu, mais après c'est en ville. Mais c'est vrai que tous les gens ont tendance à un peu se connaître, un peu, voilà. C'est mon employeur, ça. Oh, bon chef, comment vas-tu? Ça va, Jacques? J'apprécie. Quand tu me dis mon président de suite, ah ouais. Je me sens mieux. Vous êtes jeune, vous n'avez pas connu quand on avait la dalle qui partait d'ici, qui allait jusqu'à Bellefontaine. On avait tous les commerces sur cette dalle ici. C'était vivant. On avait des banques, on avait de tout. Le reproche que je fais à ce quartier, c'est qu'on a perdu son âme, ses commerces. Ça, c'était important. Et la rue commerçante du quartier, la voilà. C'est là qu'est situé l'unique restaurant à des kilomètres à la ronde. Aucune concurrence à proximité et pourtant, Djilali, le patron de l'établissement, a bien du mal à garder la tête hors de l'eau. C'est très difficile, hein, vu les événements, vu pas mal de choses. On a plus de la moitié du chiffre d'affaires qui a baissé, quoi. Hein. Ça devient très difficile, quoi. Le seul qui a essayé de s'investir et d'entreprendre, mais d'entreprendre, pas être une assoce, pas être, voilà, juste simplement entreprendre, mais il n'y arrive pas, quoi. Autour du café, ce sont encore les violences urbaines qui alimentent bien souvent les conversations. Et ici, ces événements n'ont été une surprise pour personne. C'est simple, lorsqu'on met tous les étrangers, tous les revenus minimum d'insertion, les chômeurs du même côté de la Garonne, entassés au même endroit, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit la fête. Hein. Dans le quartier, le chômage concerne plus de 40% des 18-25 ans. C'est pour cela que Cyril est amené à pousser régulièrement la porte de la mission locale. Je l'après-midi. C'est gentil, merci.
je voulais te parler de celui-ci. Ah oui. Je l'ai vu. Moi, Tu l'as vu non, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Ce qui revient le plus, c'est des problèmes de déscolarisation dans le cadre de notre intervention. Beaucoup de déscolarisation précoce avec des jeunes gens qui se font une image un peu fantasmée du monde du travail et qui disent bon, mais maintenant je vais travailler, c'est bon. Et qu'au final, principe de réalité, on ne travaille pas facilement à 17 ans. Voilà, depuis qu'il a arrêté l'école l'année dernière, en même temps il n'a que 17 ans, quoi. Donc est-ce que si on ne le rattrape pas maintenant... Ouais. Déscolarisés, désœuvrés, les adolescents de la Rennerie se retrouvent bien souvent dans la rue. C'est là qu'interviennent les animateurs du quartier, d'autres partenaires incontournables de Cyril. Ceux de la Scopado, par exemple. Aujourd'hui, c'est l'atelier journalisme, avec à la clé la parution d'un périodique distribué dans les écoles du quartier. Son titre, ici comme ailleurs, tout un symbole. J'ai beaucoup d'amis qui ne sont pas d'ici. Quand je dis je suis de la Rennerie, tu dois galérer, ça doit être dur. Moi, je leur dis que c'est pas parce que je suis à la Rennerie que c'est difficile, quoi. À quelques centaines de mètres de la Scopado, une autre structure, voir et comprendre. Les jeunes, essentiellement des garçons, n'ont pas souhaité apparaître à l'image. Ici, la caméra suscite plutôt la méfiance, surtout depuis novembre dernier. Dès qu'il parle des voitures volées, il montre le quartier. Dès qu'il parle d'autre chose, il montre l'Amville ou je sais pas. Et quand il y avait tous les journalistes à la place, là, il y a un mois, là, il y a des jeunes qui montraient leur carte électorale et tout, ils n'ont pas montré ça, ils ont préféré montrer les rodéos, les voitures qui brûlent. Le foyer Voir et Comprendre est la seule structure ouverte aux jeunes en soirée. Mais les restrictions budgétaires ont contraint Farid, l'animateur, à restreindre son activité de 5 à 3 soirs par semaine. Et selon lui, l'enveloppe de 100 millions d'euros débloquée par le gouvernement ne changera en rien la situation. 100 millions d'euros, ça ne représente rien sur l'échelle nationale. Et c'est ce qu'il y a sur les restrictions qu'il y a eu en 3 ans pour les associations, c'est 300 millions d'euros qui ont été enlevés. Il est 18 h, la journée de Cyril s'achève par ces quelques échanges avec les enfants et les adolescents présents dans le foyer ce soir-là. Être à une place où on peut rencontrer du monde, on peut avoir des expériences humaines, c'est toujours enrichissant. Mais je viendrai la voir directement, ta mère, je lui parlerai, moi. Ok? Ouais, mais moi je voulais faire, je sais pas, moi, du ski. Eh bien, du ski, t'en as déjà fait du ski, toi. Par contre, Ahmed, il faut être sage à l'école. À l'école, il faut bien travailler. Je travaille bien. Salut. Ça va? Quand on est jeune, on a envie que ça bouge, on a envie que ça avance, on a envie que ça change. Et c'est pour ça qu'on s'engage. Presque 10 ans déjà que Vincent a choisi de s'engager en politique. Au lendemain de la dissolution de l'Assemblée nationale en 1997, il décide de s'impliquer concrètement en poussant la porte du RPR. J'avais envie d'agir. J'avais envie de ne plus me sentir seul avec mes argumentaires et mes certitudes. J'avais envie de le partager et j'avais envie d'apprendre. La fédération de l'UMP est située en plein cœur du centre-ville, à des kilomètres des quartiers dits sensibles. Et pourtant, les membres des Jeunes Populaires se souviennent avoir été pris à partie lors de ce mois de novembre. Et on a été très particulièrement visés un soir à la fin d'une réunion. Il y a un groupe de jeunes, ils étaient, je sais pas, plusieurs centaines quand même, hein, qui sont venus, qui ont essayé de rentrer dans les locaux, qui ont essayé de défoncer la porte et tout ça, et qui nous ont lancé des pierres. C'était pas des jeunes des quartiers, ça c'est certainement ce que certains voudraient faire croire, mais à bien les regarder, c'était pas des jeunes des quartiers. Jeunes des quartiers, je pense pas que ce soit qu'ils aient même l'intention de venir casser comme ça. Ça c'est plutôt une récupération politique, c'était clairement des anarchistes, hein. Ils ont signé d'ailleurs avec un grand A à l'entrée. Donc merci à vous d'être venus. Donc j'aimerais que chacun dise un petit peu, qu'on ait une discussion sur d'abord l'analyse de la situation qui est la vôtre, les propositions que vous auriez à faire pour essayer d'améliorer la situation, quel est votre regard sur la crise, et ensuite que Idi et Tchroung nous disent un petit peu quel est leur regard à eux avec leur origine immigrée,
quel regard ils ont sur les événements. Je crois que c'est surtout ça qui va nous intéresser. Pour cette discussion entre jeunes populaires, chacun a eu un rôle de préparation des débats. Études géographiques, historiques, économiques du phénomène. Rapidement, la discussion s'anime, tous azimuts. Premier objectif, tenter de trouver des solutions à ce que l'on appelle ici l'embrasement dans les cités. Donc je pense qu'il faut vraiment une rupture dans les idées, une rupture, puisque depuis 30 ans c'est un échec et tout le monde est d'accord pour le dire. Et donc à partir de là, il faut proposer des idées nouvelles pour changer ce système-là. Cette rupture évoquée, c'est celle proposée par le président du parti, Nicolas Sarkozy. Les jeunes populaires sont ses plus fervents partisans. Au mois de novembre dernier, ils ont d'ailleurs tenu à lui témoigner un soutien sans faille à travers un texte diffusé sur Internet. C'est important de le soutenir dans ce moment-là. Je pense qu'il n'a pas douté, mais je pense que c'était important de lui dire nous, militants de l'UMP, et souvent au-delà de l'UMP, on veut que vous continuez dans cette action. Arrivé à la fac de droit où le débat risque d'être bien moins consensuel, Vincent Novès a accepté de participer à une conférence sur les quartiers sensibles en compagnie de jeunes d'autres partis politiques. On arrive confiant parce qu'on a aux tripes la conviction qu'on a justement envie de défendre ces valeurs. Et on y va avec beaucoup d'énergie et bon, on a toujours un peu peur d'être bousculé. Et dès le début de la conférence, le ton est donné. Nicolas Sarkozy est la cible de tous les commentaires. Vincent Novès s'y attendait bien sûr et tente de répondre au mieux aux attaques qui fusent de toutes parts. Alors je crois que les propos de M. Sarkozy, je les condamne parce qu'un ministre de l'Intérieur, c'est un ministre de la République et que la République se doit d'être exemplaire. Et je voudrais interpeller le représentant de l'UMP. Tout d'abord, je voudrais lui demander comment fait-il pour défendre un gouvernement aussi calamiteux. J'ai fait une intervention d'une part pour ne pas se focaliser uniquement sur Sarkozy, mais sur ce qu'il incarne et sur ce qu'incarnent ses copains qui sont solidaires de son action et de l'ensemble de la Chambre des députés. Après, non, c'était pas je voulais pas être tir au flanc trop sur Vincent Novès, qui est très talentueux, qui défend bien sa cause, qui est assez indéfendable à mon égard. Moi j'ai entendu beaucoup de constats qui ont été proposés par mes amis des divers autres partis. Par contre, j'ai pas entendu beaucoup de propositions. J'ai pas entendu beaucoup de propositions. Qu'est-ce qu'ils proposent? Je leur pose la question. Qu'est-ce que vous proposez de façon concrète, à part des grandes théories sur le socialisme, sur l'antilibéralisme, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que quand même, pendant 30 ans, on n'a pas fait grand-chose pour ça. Alors aujourd'hui, il faut agir. Il faut agir dans l'urgence. Vincent Novès a indéniablement le sens de la formule et maîtrise l'art du débat, car à son âge, il a déjà du métier. Le jeune homme figurait en effet sur la liste de Françoise de Vérinas aux élections législatives de 2002. Sur la circonscription convoitée, on retrouve les quartiers d'Ampalo ou encore de la Rennerie. Ces quartiers-là, Vincent Novès les a donc déjà visités en campagne électorale. Les gens voulaient du boulot. Les gens demandaient du boulot. Après, ils discutaient sur l'environnement quotidien. On sentait qu'il n'y avait pas une joie de vivre dans ce quartier qui était démesurée. Il y a déjà eu des moments où, avant 2002, ça avait pété au mirail. Il y avait eu quelques affrontements avec les forces de l'ordre. Il y avait eu pas mal d'incidents de ce genre-là. Mais je ne pensais pas que ça en serait arrivé au point où ça en est arrivé dernièrement. De l'avis de Vincent, le travail de terrain au contact de la population n'est pour l'instant pas possible dans ces quartiers. Il est encore trop tôt. Aujourd'hui, très franchement, ça ferait un peu provoque de venir. Quand on connaît le contexte, quand on sait que l'UMP c'est Sarkozy, que nous on est UMP, donc bon. C'est vrai que ça ferait un peu provoque là. Aujourd'hui, je vous dis franchement, je ne m'amuserai pas particulièrement. Parce que je ne veux pas non plus provoquer les gens, c'est pas le but. Il y a un fossé qui s'est creusé parce que les gens... justement ne croient plus, parce qu'on leur a fait croire que les politiques étaient là pour résoudre leurs problèmes. Leur problème, c'était l'emploi, c'était la précarité, et qu'on n'a rien résolu du tout. Rien. Kader, Christophe, Cyril, Vincent, 4 tranches de vie, 4 univers strictement parallèles dont on imagine mal de quelle façon ils pourraient se rejoindre. Le seul point commun entre ces 4 individus, c'est une certitude, la certitude que les idées reçues sont à l'origine de bien des malentendus, la certitude qu'il faut connaître quelqu'un avant de le juger. On est tous différents et en même temps on appartient à la même communauté. Donc il n'y a pas plus de souffrance à un endroit qu'à un autre. Je crois que la souffrance, elle est universelle là. Et je dis à ces gens-là, mais venez voir avant de parler. Vous verrez.
je pense qu'avant de connaître une personne, il en faut du temps. Donc il ne faut pas juger la personne à première vue, quoi, tout simplement. Boulevard Armand du Portal à Toulouse, une maison mérite le détour, non pas pour son architecture du 19e, ni pour sa façade colorée, mais pour sa cuisine. D'après un guide plus gourmand que touristique, vous êtes ici devant un palais d'essence, un monument de la gastronomie française, une institution qui prône la bonne bouffe. Des 2 étoiles Michelin, il n'en existe que 70 dans l'Hexagone. Que diriez-vous alors de passer à table? C'est moi qui régale. Il a de qui tenir. Son histoire derrière les fourneaux, il l'a commencé en 81, à Saint-Martin d'Armagnac, dans le Gers. Il est alors commis dans l'auberge de sa mère. Avec un bac en poche et des idées plein la tête, l'adolescent va rapidement connaître, après Pierrette Saran, d'autres chefs de cuisine. Serge Philippin, Alain Ducasse, Michel Guérard. Ses premières armes, il va les faire pendant 9 années durant. Et il ne les déposera jamais. Du haut de ses 28 ans, c'est dans le Var qu'il devient pour la première fois chef de cuisine, à Saint-Tropez puis sur l'île de Porquerolles. Son retour sur la terre ferme, il ne le fera qu'en 95. Pour se mettre à son compte, il va se mettre en 4. J'avais envie de venir à Toulouse, mais entre vouloir et pouvoir, il y a un monde. Et c'est vrai que je n'avais quand même pas énormément d'argent, puisque à l'époque, oui, j'avais 15 000 euros en tout et pour tout. Et pour ouvrir un restaurant, il faut beaucoup plus d'argent. Donc j'ai fait un peu le tour des amis pour récupérer une somme suffisante qui me permette d'emprunter. J'ai réussi à trouver cette maison, en cherchant pas mal. J'ai trouvé cette maison, on a réussi à faire un investissement limité, puisque l'investissement total devait être de l'ordre de 200 000 euros à peu près, quelque chose comme ça. Et les affaires, à défaut de tourner en rond, tournent rapidement plutôt bien. Ne tournons pas autour du pot. Quelques mois seulement après l'ouverture, l'établissement se voit attribuer une précieuse étoile Michelin, une distinction garante du sérieux des cuisines. Et au fil du temps, la mayonnaise prend, la famille s'agrandit. On est aujourd'hui bien loin des 8 salariés du début. Autour de Michel, il y a du monde, à commencer par sa femme, Françoise, chargée de l'accueil et de la comptabilité, Xavier, le second de cuisine, Arnaud, le maître d'hôtel, Jean-Luc, le sommelier, David, le chef de rang, Patricia, la secrétaire, Pierre, le voiturier, Momo, le plongeur, puis il y a tous les serveurs, commis et autres stagiaires. En tout, ils sont une trentaine, au service de l'art de la bonne chère, et se retrouvent le dernier jour de la semaine, avant le service, autour d'un verre. C'est la messe